Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la finance durable, en 2026, à l'heure des enjeux de souveraineté et d'autonomie stratégique pour l'Europe notamment. Nous en parlons avec Philippe Zawati à mes côtés, le président de Mirova. Bonsoir Philippe. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là, ravi de discuter avec vous de ce sujet de la finance durable, mais qu'on a exploré pendant des années. Alors, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, la finance durable est installée dans le paysage de l'investissement et Mirova en a été plus qu'un promoteur. Vous faites partie de ces sociétés de gestion pionnières dans l'univers de la finance durable. Je ne veux pas refaire tous les épisodes parce qu'il y a eu ces phases d'enthousiasme, ces phases de critique, de défiance, etc. Mon point était de dire la finance durable est là. Elle doit s'adapter aux enjeux du monde tel qu'il se développe aujourd'hui, ce nouvel ordre économique mondial. Et ma question était effectivement comment est-ce que la finance durable s'adapte à ce besoin grandissant de cette quête de souveraineté et d'autonomie qu'on a en Europe aujourd'hui. Je crois d'abord que c'est important effectivement de commencer par ça, de dire que les 10 dernières années, elles n'ont pas été du tout des années inutiles et que ce qu'on a construit dans cet écosystème de la finance durable, c'est quelque chose d'important. C'est important sur plein de questions, sur la question de la régulation, sur la question des données, sur la question de l'expertise, de la formation, de l'éducation. On a aujourd'hui un écosystème qui pense finance durable, impact, ESG, dans tous les rayons, dans tous les endroits du système financier. Donc on part de là, je crois. Simplement, effectivement, le monde a changé radicalement ces 2-3 dernières années, complètement. Et donc aujourd'hui, raconter qu'on fait de l'investissement exclusivement avec un angle climat ou un angle Green Deal en Europe, par exemple, c'est, disons, pour le moins difficile et voire peu crédible. Et donc, moi, je suis convaincu personnellement qu'il ne faut surtout pas se ratatiner dans une niche quelque part et se dire, voilà, moi je veux rester durable, vert, green à fond et donc il faut embrasser le sujet. Je ne regarde pas ce qui se passe dans le monde. Moi je pense qu'il faut regarder ce qui se passe dans le monde. Ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est la technologie, c'est la sécurité, c'est la souveraineté, c'est la géopolitique. Et donc si la finance durable ne tisse pas en fait ses thèmes habituels avec cela, alors elle disparaît. Quels sont les points d'intersection? Est-ce que c'est majeur? Est-ce que finance durable se confond en grande partie avec les enjeux de souveraineté, de résilience, d'autonomie stratégique? Est-ce qu'il y a des limites aussi peut-être à cette rencontre, si je puis dire, entre la finance durable et ces enjeux modernes? Il y en a de façon évidente. On a cru pendant 10-15 ans que le multilatéralisme allait résoudre les grands problèmes environnementaux, les grands problèmes de la planète et notamment le climat. On n'a plus de multilatéralisme. Non. Donc, dire qu'on est autonome stratégiquement, c'est d'une certaine façon un premier aveu d'échec au sens où on se restreint à un endroit. Mais pour autant, on a des signes que cette transition, elle est là, elle progresse, et même que quelquefois, elle vient utiliser la géopolitique et la situation en cours. Regardez, par exemple, prenons ce qu'a dit Le Cornu il y a 2 jours. Donc il dit, OK, on a plus de revenus grâce ou à cause de la crise pétrolière, et donc on ne va pas utiliser ces revenus pour donner des chèques à tout le monde, on va les utiliser pour accélérer l'électrification de la France. Donc vous avez finalement, alors c'est un peu triste à dire, c'est vrai que c'est un peu déprimant d'une certaine façon de se dire ce que le multilatéralisme et 10 ans de politique climatique n'a pas réussi à faire, c'est une guerre qui réussit à le faire. Certes, c'est ça. Mais en tout cas, si moi je cherche l'objectif à la fin, je me dis, j'essaye de pousser aujourd'hui à ce qu'on aille vers cette électrification, vers cette évolution. Et donc, d'une certaine façon, tous les moyens sont bons, en espérant évidemment que les crises et les guerres s'arrêtent. On pensait qu'on allait faire la transition énergétique pour sauver la planète et le climat. On le fera peut-être avant tout pour se sauver nous-mêmes économiquement. Pour se sauver économiquement, et puis aussi, il y a cette question de qui sont ceux qui vont réussir à sauver le climat. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas les Américains, en tout cas pas les Américains tels qu'ils sont gouvernés aujourd'hui. Alors il y a le modèle chinois d'un côté, très industriel, avec effectivement des avancées importantes sur les énergies renouvelables, l'électricité, etc. Mais il y a un modèle européen. Ce modèle européen, il a une vocation plus universelle. Il a un modèle démocratique aussi. Il a ce modèle social qui va avec et qui intersectionne le social et l'environnement. Et donc, si on veut que ce qu'on imagine comme transition arrive, il faut défendre le modèle européen. Et pour défendre le modèle européen, aujourd'hui, une des armes que l'on a, il n'y en a pas 36, une des armes, c'est l'épargne.
On est un continent qui épargne beaucoup. La France, j'en parle même pas, on est à 20% d'épargne en France. Et aujourd'hui, cette épargne-là, elle va dans du court terme, beaucoup, et aussi beaucoup pour financer la tech américaine. Oui. Donc, comment est-ce qu'on arrive à convaincre les épargnants européens qu'il faut réinvestir en Europe? C'est tout ça l'idée de l'autonomie stratégique. Ouais, ce modèle européen, il souffre dans la comparaison du monde actuel, mais j'entends votre point et j'y adhère. Hein. Je pense qu'on essaye de préserver quelque chose d'un peu plus respirable au sens démocratique, au sens climatique, peut-être. Dans la bataille actuelle, c'est pas facile de défendre ce modèle. Disons qu'il faut le défendre d'une façon différente, surtout. Moi, je ne pense pas qu'il faille revenir sur les fondements du modèle. Il faut revenir sur la façon dont on le défend. On est parti du principe que ce modèle, il se défendait tout seul sans rien faire, et que, par définition, d'une certaine façon, peut-être avec un peu de... certaine arrogance, il faut peut-être le dire, on le considère comme meilleur que les autres, et que donc, parce qu'il est meilleur que les autres, il n'a pas besoin d'être défendu. Eh bien, ça ne marche pas, parce qu'il y a d'autres modèles qui existent, et que même si on pense que notre modèle, philosophiquement ou théoriquement, il est meilleur que les autres, eh bien, il a besoin d'être défendu. Défendu, ça veut dire l'autonomie stratégique, ça veut dire défendu en autonomie énergétique, défendu en autonomie industrielle, défendu en autonomie alimentaire. Pour la première fois, la France est négative dans son dans ses importations et exportations d'aliments. Enfin, c'est quand même incroyable. C'est un pays qui est basé sur l'agriculture depuis très longtemps. Donc autonomie évidemment alimentaire, autonomie informationnelle. On est aujourd'hui en risque énorme qu'on ne maîtrise plus l'information au sein du continent et qu'une information libre ne soit plus là. Et vous êtes bien placé pour le savoir. Et donc, investir dans tout ça et évidemment aussi investir dans la sécurité et donc y compris dans la défense. Ouais, on va revenir à l'épargnant, mais le lien se fait naturellement, Philippe. Est-ce que la finance durable, le cadre réglementaire notamment qui accompagne la finance durable depuis plusieurs années maintenant, est-ce que ce cadre réglementaire, il est aussi à jour? Vous citez le secteur de la défense. Ça fait partie des exclusions historiques, évidemment, de l'ESG avec le tabac, l'alcool, des secteurs qui sont historiquement exclus de ces stratégies. Les frontières ont bougé, les choses ont changé. Les frontières bougent. Et je vois de plus en plus de gérants appliquant des stratégies ESG qui, en demandant l'accord de leurs clients, sont prêts à investir dans les questions de sécurité, de défense, ou à travers l'énergie, dans le nucléaire, ou je pense que les frontières bougent et qu'il faut tenir compte de la situation du monde tel qu'il est et aussi des besoins des épargnants. Aujourd'hui, un épargnant qui veut investir en Europe, il faut le convaincre. Et donc, la seule logique qu'on peut lui donner, c'est il faut réinvestir dans l'armement au sens large, industriel, technologique et militaire du continent européen. Et ça doit pouvoir se retrouver dans une stratégie de finance durable. Moi, je pense que oui. Je pense que la finance durable, a quelque chose à dire sur ces sujets. C'est-à-dire que aujourd'hui, on peut investir différemment des autres sur ces questions. On peut apporter une expertise, une connaissance, une vision des choses qui va intégrer les facteurs environnementaux, sociaux, et y compris démocratiques dans la façon dont on investit. Typiquement, investir dans une entreprise de défense qui est basée en France et une qui est basée aux États-Unis ou en Chine, c'est pas la même chose. Parce que vous avez un cadre réglementaire différent et donc vous avez une approche différente. Donc je crois que la finance durable a quelque chose à dire là-dessus. Ouais, et il y a un engagement possible avec ces entreprises. Quand vous êtes actionnaire, il y a un engagement possible. Si la base actionnariale, je les cite, d'un Thales, d'un Dassault Aviation, d'un Safran ou d'un Airbus aussi pour la partie militaire, si de nouveaux investisseurs viennent au capital avec cette idée qu'il faut défendre aussi, la finance durable passe aussi par ce type d'investissement, ça veut dire qu'il y a un nouvel engagement aussi avec les entreprises. Il faudra faire un nouvel engagement. Cet engagement se fera avec les entreprises, mais ce sera aussi beaucoup avec les gouvernements, parce que les donneurs d'ordre, à la fin, ce sont les gouvernements. Et donc la façon dont ces gouvernements, en quelque sorte, redirigent leur industrie militaire au niveau européen, ça sera une discussion à avoir avec eux. Mais aujourd'hui, la question de la défense et de la sécurité, elle dépasse très très largement les questions de l'armement.
voyez bien que c'est quelque chose qui est en train de se disséminer, de se diffuser partout. Quand vous avez la polémique, ou la bataille entre Anthropic et le gouvernement américain, vous n'êtes pas sur l'armement, vous êtes sur un sujet aujourd'hui qui est cœur, qui est la tech, donc vous investissez dans la tech et vous posez la question de savoir quelle va être l'intersection entre la tech et l'armement. Et ça, c'est vrai sur beaucoup d'autres sujets. Donc on est sur des frontières qui sont beaucoup moins rigides qu'elles n'ont pu l'être dans le passé. Bon, comment on parle à l'épargnant de cette situation-là? Alors, soit en direct, soit à travers des intermédiaires. Toute la chaîne, évidemment, d'intermédiation de la finance et de la gestion de l'épargne. Philippe, comment on mobilise ces capitaux privés et comment on leur explique effectivement qu'ils ont un intérêt direct, financier, notamment, à investir dans ces stratégies-là? Eh bien, il faut leur expliquer la thèse d'investissement qu'on a. La thèse d'investissement, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes au début d'un mouvement énorme d'investissement dans les capacités européennes. Parce que c'est obligatoire, parce que l'Europe ne survivra pas sans ça. Et donc on le voit bien, il y a tout un tas d'initiatives européennes qui ont été prises sur l'industrie, sur l'armement, sur d'autres secteurs. Et donc, nous, on pense qu'il faut jouer ça, qu'il faut y croire. Et que plus on va y croire, et plus on va mettre de l'épargne là-dedans, plus il y a une chance de succès de ces stratégies-là. Et que les épargnants y auront un intérêt propre eux-mêmes, parce qu'ils vivent en Europe. Et donc, il y a une double raison, en quelque sorte, de vouloir investir dans cette économie européenne. Alors, après... moi, je pense personnellement qu'il faudrait qu'il y ait un avantage fiscal à investir en Europe. Je ne suis pas un grand fan des avantages fiscaux, mais je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait un message très fort qui soit passé par les autorités, les gouvernements européens pour dire on veut que l'épargne reste ici. Et donc aujourd'hui, un nouveau produit, un produit européen. Il y a un label Europe qui est en train d'être travaillé, mais le label ne sert pas à grand-chose tout seul. Un label sans incitation, on le sait, n'a pas un impact énorme sur les marchés. Il faut une incitation à investir en Europe aujourd'hui. Pourtant, on a des champions. On a un stock d'épargne massif. On a un stock d'épargne massif. On a des acteurs aujourd'hui de la gestion d'actifs qui sont parmi les leaders mondiaux et qu'il faut renforcer sur les marchés cotés. On a des champions sur les marchés cotés. Dans la transition énergétique, dans la défense. Évidemment. On se plaint de ne pas avoir de GAFAM. On a sans doute raté ce virage-là, mais d'autres virages, on a réussi à les prendre. Il y a largement de quoi investir en Europe aujourd'hui. Et alors, voilà, sur les marchés cotés, et puis évidemment sur le non-coté aussi, de la même façon. Donc on a besoin d'avoir ce message-là. Et aujourd'hui, c'est une des discussions autour de toute la démarche savings, épargne de la Commission européenne. Donc l'union, on dit plus l'union des marchés de capitaux, on dit l'union de l'épargne et de l'investissement. Et je trouve que c'est bien. Je trouve que ce changement sémantique est important. Dis quelque chose. Parce qu'on est parti d'une idée de... On va créer un grand marché de capital européen, c'est quelque chose d'un peu théorique, d'un peu financier. Ça fait un peu boîte noire. Et là, on se dit, non mais à quoi ça sert en fait? Donc il y a l'épargne d'un côté, c'est des épargnants, il faut effectivement rémunérer leur capital et leur épargne. Et puis il y a l'investissement, ça c'est ce qu'on doit faire. Et il faut que l'épargne matche l'investissement. Et c'est ça le gros enjeu aujourd'hui. Et donc on va s'inscrire là-dedans, nous, chez Mirova, en essayant de pousser ces produits sur l'autonomie stratégique. Bon. Chaque crise est une piqûre de rappel salutaire pour l'Europe. Chaque crise, faut ne jamais gâcher une bonne crise, une opportunité. Mais on en est là quand même. Non, c'est difficile parce qu'on reste sur un marché financier qui est malgré tout extrêmement fragmenté. On le sait bien, avec des fiscalités nationales, avec des grandes difficultés à créer des acteurs européens majeurs dans le domaine financier. Et donc, voilà, je ne dis pas que c'est facile, mais je crois que, en tout cas... il y a à construire, il y a matière à bâtir, à construire. Et je crois qu'il y a une vraie prise de conscience que cette question de l'épargne, au-delà, à côté des sujets industriels, énergétiques, etc., est un vrai sujet d'autonomie stratégique. Merci beaucoup, Philippe. Merci d'être venu discuter avec nous de la finance durable à l'heure de 2026 dans ce nouvel ordre mondial et face à ces enjeux de souveraineté et d'autonomie stratégique en Europe. Philippe Zawati, le président de Mirova, était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse.